Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Chef économiste chez Natixis. Alors, quand on regarde les marchés financiers, ça s'agite depuis quelques jours. Le premier semestre était plutôt un bon cru, plus 5%. Ça repart aujourd'hui à la hausse. Mais on sent depuis quelques jours, quelques temps, les marchés gagner un petit peu par le doute. Est-ce que c'est votre sentiment aussi qu'il y a un peu de nervosité, de fébrilité sur les marchés là? Est-ce que vous la comprenez? Bon, il y a deux facteurs clairs d'inquiétude, et nous parlons de l'inquiétude sur les actions. Hein. Le premier, c'est les États-Unis. On n'a pas beaucoup de visibilité sur la croissance américaine. Elle ne peut pas être forte. Les États-Unis sont au plein emploi. Au plein emploi, on ne peut pas croître plus vite que ce qui est compatible avec le plein emploi. On peut plus transformer de chômeurs en actifs pour avoir plus de croissance. Donc ça met un maximum à la croissance américaine autour de 2%. Et on a même des signes qui nous disent que la croissance pourrait être plus faible que ça. Les profits des entreprises se retournent à la baisse, les ventes de voitures se retournent à la baisse, l'utilisation des capacités est faible. Donc on est probablement au début, alors pas d'une récession, hein, mais d'une période de croissance molle aux États-Unis. 2% quoi, 2%. Voilà. Ouais, entre 1,5 et 2, quoi. Je dirais. Ce qui n'est pas ce que les marchés financiers valorisaient, surtout après l'élection de Trump, hein, où on était parti sur un délire de croissance à 3. Enfin bon. C'est un premier sujet. Deuxième sujet, les taux d'intérêt. Donc après Justement, c'est intéressant. Il y a eu ce malentendu la semaine dernière. Vous avez vu un gros malentendu entre les marchés et les banques centrales. Non, que ce soit... pourquoi malentendu? Les banques centrales. Alors, les banques centrales. Mario Draghi qui aurait envoyé le signal comme quoi il y aurait possiblement. Enfin, il dit en gros que les forces de reflation sont de retour. C'est ce qu'il a dit plus ou moins. Oui, mais je veux dire, bon, après les banques. Donc on a compris. Il va bientôt sortir de ce. Mais ils ont été inquiétés de la vitesse de réaction des marchés. Mais d'un autre côté, la Réserve fédérale continue à dire qu'elle veut normaliser en partie sa politique monétaire, donc les taux d'intérêt aux États-Unis vont continuer à monter. La Réserve fédérale va commencer à la fin de l'année à réduire la taille de son bilan, ce qui veut dire pour nos auditeurs vendre des obligations. Hein, et la BCE va très probablement l'année prochaine réduire la taille de ses achats, ce qui aussi va faire monter les taux. Pour extinction, on dit mi-2018, possiblement extinction de l'achat d'actifs. Il y a des gens qui disent mi-2018, nous on dit plutôt fin 2018, mais enfin disons dans le courant de l'année 2018, sans doute la BCE va arrêter ses achats d'actifs. Voilà. Et donc, elle va arrêter d'acheter des obligations. Et donc, il est normal que les taux d'intérêt montent. La hausse des taux d'intérêt en soi, si rien d'autre ne se passe, ça fait baisser les marchés d'actions. Donc, les marchés d'actions réagissent à cela. Donc cette nervosité, elle est justifiée au travers des signaux qui sont envoyés par l'économie américaine, par le fait que les banques centrales, elles vont faire ce qu'elles disent. Oui, mais les banques centrales doivent maintenant normaliser leur politique. Aux États-Unis, on est au plein emploi. Si vous ne normalisez pas votre politique monétaire au plein emploi, quand est-ce que vous le faites ? Et en Europe, alors on ne peut pas dire plein emploi en Europe, mais on arrive près d'une situation où le chômage va être un chômage de type incompressible. Pas en France. Même en France. Le chômage que nous appelons... À 9%. Les estimations les plus raisonnables de ce qu'on appelle le chômage structurel, hein, en France comme dans la zone euro... C'est quoi le chômage structurel, il faut expliquer. Alors, je vais expliquer tout de suite. C'est autour de 8,5%. Le chômage structurel, c'est le chômage que le cycle économique ne permet pas de réduire. Donc, c'est un chômage qui se réduit si on améliore le système éducatif, le système de formation, si on baisse la fiscalité, si on baisse les cotisations sociales, enfin ce genre de choses. Mais le cycle économique lui-même ne descend pas le chômage en dessous de probablement 8,5%. Avant la crise de 2008, c'était... On était à 7. C'était disons, quelque part entre 7,5 et 8 probablement. Hein. Et donc... Ce taux a augmenté parce que des entreprises ont fait faillite, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont restées très longtemps chômeuses. Le taux de chômage de longue durée, c'est la moitié du chômage pratiquement. Hein. Donc c'est très difficile de ramener à l'emploi des personnes qui ont été très longtemps au chômage. Donc que ce soit plus élevé après qu'avant la crise, ça paraît tout à fait raisonnable. Et donc si on est effectivement avec un chômage structurel de l'ordre de 8,5%, ça veut dire qu'assez vite, il y aura un marché du travail qui va se tendre. Hein. Les entreprises chercheront des qualifications qu'elles ne trouvent pas et les salaires vont commencer à accélérer. Ce qu'on voit en Allemagne aujourd'hui, ce qu'on ne voit pas pour l'instant dans les autres pays de la zone euro, ce qu'on voit aux États-Unis, bien sûr. Donc, je reviens à la question. Donc, les marchés ont raison d'être un peu plus agités, d'être nerveux agités. Non, mais il n'y a rien là-dedans que de normal. On ne peut pas rester... Cette espèce d'illusion des marchés financiers jusqu'à il y a 8 jours, que même au plein emploi, même avec des salaires qui accélèrent, les taux d'intérêt ne vont pas bouger. C'est quelque chose qui est totalement ridicule. Enfin, je veux dire, les taux d'intérêt vont...
on ne va pas du tout vers des taux d'intérêt anormalement élevés. C'est parce qu'on a eu depuis 6 mois, globalement, à contrario, on a une baisse des taux longs, ce qui n'était pas votre scénario de début d'année d'ailleurs. Hein. Parce qu'il s'est passé d'abord des incertitudes. Il y a eu comme l'arrivée de l'incertitude. Bon, d'abord, il y a eu l'incertitude politique en Europe, qui se résout depuis l'élection en France et aux Pays-Bas. Et puis l'arrivée quand même d'un peu d'incertitude politique aux États-Unis, avec les incertitudes sur Trump, sur ses politiques, qui a quand même un peu aussi repoussé des gens vers des actifs très sûrs. Enfin, le mouvement fondamental, c'est un mouvement de remontée des taux. Et là, on ne va pas y couper au second semestre. Il a commencé. Enfin, je veux dire, alors évidemment, il faut être prudent. Mais il a commencé, oui, ces derniers jours. On a 20 points de base de hausse des taux d'intérêt à 10 ans, à peu près. En France, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, partout. Alors, c'est qu'un tout petit. Mais à nouveau, il ne faut pas attendre quelque chose de très, très violent. Il faut attendre une certaine remontée des taux d'intérêt à long terme. Et elle n'était pas, jusqu'à présent, valorisée par les marchés financiers, d'où évidemment un ajustement. Donc ça pourrait entraîner, c'est ce que vient de sortir d'ailleurs une note de Bank of America Merrill Lynch, les stratèges qui sont convaincus que justement ce changement de politique monétaire, que ce soit la Fed, la BCE, mais même la BOE en Angleterre, ça pourrait entraîner, disent-ils à l'automne pour le coup, une baisse des marchés actions. Une baisse, pas forcément, mais je veux dire, on va simplement faire les calculs avec des taux d'intérêt un peu plus élevés. Ce qui n'est pas forcément une baisse, parce que d'un autre côté, l'économie européenne va mieux. Donc c'est pas du tout certain que le marché action baisse. Mais dans le calcul, il faudra prendre à la fois l'amélioration de l'économie européenne, qui est tout à fait nette. On va avoir plus de 2% de croissance. Alors on dit 2%, enfin 2% pour l'Europe, c'est bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Oui, et si vous corrigez de la démographie, ça fait presque l'équivalent de 3% aux États-Unis. Donc l'Europe par habitant va croître beaucoup plus que les États-Unis en 2017 et en 2018. Parce que la démographie est moins favorable. Oui, et donc d'un autre côté, on aura des taux d'intérêt un peu plus élevés. Donc c'est à peu près certain que ça peut faire reculer les cours boursiers aux États-Unis. En Europe, c'est pas clair. Et en tout cas, ce qui est à peu près clair, c'est que les marchés d'actions européens vont être mieux orientés que les marchés américains. Mais dans la balance, alors, entre qu'est-ce qui vous comprenez bien ou pas finalement cette nervosité, puisque d'un côté il y a des facteurs rassurants et de l'autre côté il y a des facteurs qui inquiètent. Non, mais ce qui était très bizarre, c'est que depuis un an, les marchés financiers n'avaient pas réussi à se convaincre que les taux d'intérêt allaient finir par remonter. Le monde entier, d'ailleurs, est dans une situation où les politiques monétaires vont se normaliser. Regardez la Chine. Les taux d'intérêt à un an en Chine ont monté de 150 points de base, de 1,5% depuis le début de l'année, parce qu'il y a plus d'inflation, les prix industriels remontent. Enfin, si vous regardez le monde, globalement, le taux de chômage du monde, il est très exactement aujourd'hui de 5,9%. Le plus bas qu'on ait jamais eu, c'est 5,5%. Et donc, on est très très près des plus bas du taux de chômage. Alors à nouveau, qu'on me comprenne bien, quand on est à 8,5% de chômage en Europe, ça ne veut pas dire qu'on a réglé le problème du chômage. Mais ça veut dire que ce qui, à partir de là, permet de faire baisser le chômage, ce n'est pas des politiques de relance ou davantage de croissance, c'est des politiques à nouveau d'éducation, de formation fiscale, encore une fois, hausse des taux longs, d'accord, on l'attend, mais a priori, puisque les banques centrales vont resserrer le robinet, mais encore une fois, l'inflation fait qu'elles vont y aller tout doucement. Oui, mais c'est pour ça que la croissance n'est quand même pas extraordinairement forte. L'inflation est d'ailleurs de toute façon assez intéressante, même aux États-Unis, l'inflation est toujours en dessous de 2%, alors même que les salaires accélèrent. Et c'est un autre des signes de faiblesse de l'économie américaine qui nous rend assez inquiets, disons, un peu prudents sur les actions américaines, c'est que vous avez des entreprises américaines qui subissent des hausses de leurs coûts et qui n'arrivent pas à les passer dans leurs prix. Ce qui comprime les marges. Ce qui comprime les marges et qui est à la fois donc pas bon pour les actions, puisqu'on comprime les marges, qui est à la fois le signe que les entreprises américaines ne sont pas en état de monter leurs prix. Donc ce qui passe un message assez négatif sur l'état de l'économie. Un mot du pétrole, parce que pour le coup, certains ont semblé croire qu'on était rentré en bear market. Il faut dire que presque 17% de baisse. Le pétrole est remonté depuis quelques jours, mais on a une baisse quand même au 1er janvier, depuis le 1er janvier, de près de 17%. C'était la semaine dernière. Les investisseurs donnent un peu le sentiment que finalement l'OPEP n'a plus la main, que l'OPEP n'arrive plus à contrôler les prix. C'est pas ça la réalité aujourd'hui ? La réalité aujourd'hui, c'est que le marché du pétrole est en train de se tendre, au sens où la demande mondiale de pétrole augmente plus vite que la production. Et ceci est vrai même en tenant en compte l'amélioration de la production aux États-Unis, la reprise des investissements dans le pétrole de schiste, en tenant en compte du retour à une situation plus meilleure en Libye, au Nigeria. Donc prenant en compte toutes les bonnes nouvelles sur la production de pétrole.
il reste que la production mondiale de pétrole augmente à peu près comme la moitié de la consommation mondiale de pétrole. Oui, mais il y a toujours plus de pétrole qui est produit que qui est consommé. Non, là on est dans l'autre sens maintenant. Depuis 2 mois, hein, on est à peu près au même niveau. Pourquoi ça ne se traduit pas dans les prix? Parce qu'il y a un énorme stock. Parce que depuis 2014, depuis 3 ans, on produit trop et donc on a stocké du pétrole partout. Et donc la question très difficile, c'est le moment à partir duquel les prix du pétrole devraient remonter, puisqu'il va falloir qu'on tire suffisamment sur les stocks. Donc en fait, plus il y a de stocks, plus vous décalez le moment où les prix vont monter. Mais... Sauf qu'à chaque fois que les prix montent, automatiquement, les pétroliers américains en pétrole de schiste, ils se mettent à pomper, ils se mettent à pomper, donc il y a plus de pétrole et ça fait baisser les prix. Oui, mais il y a une limite sur le pétrole de schiste américain. Il y a pas, la production potentielle n'est pas infinie. Et donc, à nouveau, même si vous prenez des hypothèses extrêmement optimistes sur le pétrole de schiste américain, vous n'arrivez pas, à l'horizon de 2-3 ans, à équilibrer le marché du pétrole à 50... On est à 49 $ le baril ce matin, disons à 50 $ le baril. Et il faudra utiliser des pétroles un peu plus chers que ça pour équilibrer le marché. Ça ne veut pas dire que les prix du pétrole vont beaucoup monter. C'est très improbable qu'on reproduise des pétroles très chers comme on l'avait fait avant la crise. Mais un pétrole durablement bas, 50 $, vous n'y croyez pas? 50 $, je n'y crois pas. Et je pense que d'abord, 1, ça n'équilibre pas le marché du pétrole, et 2, ça maintient tous les pays producteurs de pétrole dans une situation financière très difficile qui fait qu'ils se serrent les coudes. À 70 $, vous allez équilibrer le budget en Arabie Saoudite, dans plein de pays du Moyen-Orient, en Russie. À 50 $, ces pays ont toujours de très grosses difficultés budgétaires. Ce qui veut dire qu'ils ont intérêt à rester unis. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas intérêt à casser le cartel, à se mettre à produire plus. Ils ont intérêt à rester ensemble. Quand le prix du pétrole, c'est à 70 $ le baril, on commencera sans doute à avoir des comportements individuels un peu divergents. Erratiques. Oui, mais tant qu'on n'est pas à 70 $, ils ont un intérêt majeur à rester dans une politique très, très organisée. Patrick Artus, j'ai oublié, on parlait de la Fed tout à l'heure, de vous faire réagir à la dernière sortie de Janet Yellen. Vous l'avez entendu, elle avait indiqué, qu'elle ne pensait pas voir de nouvelles crises financières de son vivant. Vous avez entendu cette phrase? La question c'est, est-ce qu'elle n'aurait pas mieux fait de se taire? On est 10 ans après une crise qui a fait foutre en l'air la planète financière et même toute la planète tout court économique. Personne ne l'avait vu venir. Il y a une forme d'arrogance, d'inconscience de dire un truc pareil, sachant que la probabilité qu'on ait une crise augmente de chaque jour qui passe, vu que depuis 10 ans, on n'en a pas eu. Personne ne sait quand il y aura... moi, j'ai quand même un certain malaise avec la situation de l'économie mondiale. Parce que vous avez une économie mondiale, certes, qui aujourd'hui s'améliore. On va avoir à peu près 3,5% de croissance cette année, ce qui est bien, mais avec une liquidité qui continue à augmenter, politique monétaire qui reste très expansionniste partout, même si elle l'est un peu moins, avec un taux d'endettement qui continue à augmenter, et on arrive au taux d'endettement d'après les guerres mondiales, pour l'économie du monde, et avec des gains de productivité qui n'arrêtent pas de baisser, c'est-à-dire une croissance de long terme de plus en plus faible. Donc le mélange croissance de long terme de plus en plus faible, endettement de plus en plus élevé et masse de liquidité en circulation de plus en plus élevée, il n'est pas rassurant. Donc moi je pense qu'elle a tort. Personne ne sait ni ce qui se passera, ni où, ni quand, mais on fabrique un truc qui est assez détonnant, Parce que si on a très peu de croissance de long terme, parce qu'il y a très peu de gains de productivité, on ne peut pas résorber les dettes. Et donc, comme on ne peut pas résorber les dettes, c'est tentant pour les banques centrales de continuer à créer beaucoup de monnaie pour que les dettes ne posent pas de problème. Et puis un jour, il y a une crise de la dette, Donc, il y aura un jour une crise de la dette. Oui, je pense qu'il y aura un jour une crise de la dette. On ne peut pas le timer, on ne peut pas... Alors, il y en a qui disent que c'est en Chine. Moi, je ne crois pas. Je crois que la situation chinoise est quand même extrêmement contrôlée par le gouvernement et la Banque centrale. Ils ont les moyens en plus, ils ont une dette rapportée au PIB qui n'est pas... qui est très élevée, oui. Quand on met toutes les collectivités, quand on met tous les entreprises d'État, c'est très élevé. Mais enfin, c'est quand même quelque chose qui est maîtrisé par l'État, puis c'est une dette de l'État, Puisque c'est des entreprises d'État qui sont endettées auprès des banques d'État. Mais ça peut être le Japon, avec la dette publique, ça peut être la dette immobilière à nouveau aux États-Unis. Enfin, on ne sait pas, mais je pense qu'on fabrique un mélange qui est compliqué. Deuxième fait aggravant, si quelque chose d'ennuyeux se produit aujourd'hui, notre capacité de réaction est très petite. La Réserve fédérale a sur le plan monétaire, un peu moins sur le plan budgétaire. Là, les États-Unis, 1,25% pour les taux de la Réserve fédérale et 3% de déficit public. Qu'est-ce que vous pouvez faire si quelque chose de vraiment on met les déficits budgétaires à 5, 6, 7. Oui, mais enfin, on part de 3. Et en Europe, pareil, les taux d'intérêt à 0. Et en dehors de l'Allemagne, le déficit budgétaire un peu au-dessus de 3. Donc on a très peu de marge de manœuvre au cas où quelque chose de vilain se produirait. Ce qui aussi doit... Donc moi, je pense qu'elle n'a pas été assez prudente.
et qu'il est temps quand même de normaliser avec, je dirais, sérieux et attention les politiques monétaires pour redonner, et budgétaires pour redonner des marges de manœuvre. Parce que si on ne le fait pas là, alors que l'économie mondiale est quand même meilleure que ce qu'on avait anticipé, on ne le fera jamais. Hein. Et si on ne le fait jamais, la prochaine fois qu'on aura une vraie récession, on ne pourra rien faire. Voilà, donc je pense qu'elle aurait dû être plus prudente. Bon, avant de se quitter, Patrick Artus, on parle d'Emmanuel Macron, le président qui réunit les deux chambres en congrès à Versailles, qui va s'exprimer aujourd'hui. Ça vous inspire quoi, le début? Voilà, ça discute avec les syndicats et les partenaires sociaux sur la réforme du marché du travail. On commence par ça. Ça peut accoucher d'une souris, il me l'a dit tout à l'heure. C'est vrai, selon vous, ça peut accoucher d'une souris? Non, mais il y a une question. Bon, il y a plein. C'est très compliqué, la réforme du marché du travail. Il y a une question, à mon avis, tout à fait centrale, qui est. Alors, il y a des choses qui sont positives hein, sur les indemnités de licenciement, apparemment ce nouveau contrat de projet. Enfin, mais il y a une question tout à fait centrale, c'est quelle sera vraiment l'ampleur de ce qui va être transporté du niveau de la branche au niveau de l'entreprise. L'inversion de la hiérarchie des normes. Ce qu'on peut discuter en entreprise. Voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir discuter en entreprise qu'on ne discutait pas avant en entreprise? Il n'y a pas cette chose finalement? Alors, il y a le volet défensif hein, qui existe déjà. Si une entreprise va mal, elle a le droit de discuter plus de choses, elle peut faire travailler plus pour le même salaire. Ça, c'est le volet défensif. Mais dans une économie qui va mieux, le volet défensif, il est quand même un petit peu moins important. Ce qui me paraît très important, c'est la question de la compétitivité. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, les négociations de branche sont assez souvent menées par des entreprises plutôt grandes et qui vont plutôt bien, et qui donc arrivent à des accords de branche qui sont difficiles à accepter pour des entreprises plus petites ou qui vont plus mal. Et donc il faut, comme Schröder et Hartz avaient fait en Allemagne il y a 15 ans, permettre que des entreprises décident de ne pas appliquer les accords de branche, donc ça serait ne pas étendre à l'entreprise les accords de branche, qui est fait systématiquement aujourd'hui, ou alors il faut transporter dans l'entreprise des choses qui sont aujourd'hui négociées dans la branche. C'est le sens des négociations en cours ou pas selon vous? Alors, on n'en sait rien, parce que le message est très flou. Le message dit qu'il y aura un peu d'inversion de la hiérarchie des normes, mais si ça ne concerne ni les salaires ni minima de branche, ni le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, ni la nature des contrats de travail, ni les causes de licenciement, il y a très très peu qui va être transporté dans la branche. Donc moi, donc ça accouche d'une souris. Donc cette réforme du travail accoucherait d'une souris. C'est quelque chose en tout cas qui ne résoudra pas le problème de compétitivité coût qu'ont beaucoup d'entreprise, en particulier dans l'industrie. Et alors après, le deuxième sujet... Ah bah oui, les mesures fiscales. Les mesures fiscales, on entend partout que la fiscalité... le CICE reporté, l'ISF reporté, le prélèvement forfaitaire unique, des Échos ce matin disent peut-être reporté. Non mais honnêtement, il y a une décision... Il va tenir ou pas ces promesses? Il y a une décision stratégique qui a l'air d'avoir été prise, si on entend le Premier ministre, parce que le Président ne s'exprime pas là-dessus, qui est de respecter les engagements de la France en matière de réduction des déficits. 3%. Donc on part de 3,2 cette année, si on suit la Cour des comptes. Il faut qu'on soit à 3 cette année, et puis normalement, après, il faut qu'on baisse. Or, le programme de la candidature d'Emmanuel Macron était un programme où il y avait beaucoup de baisses d'impôts. Vous en parliez avant, la taxation des revenus du capital, l'ISF... 2 milliards. Voilà. Bon, et puis, où il y avait... alors, cotisation sociale, CSG, ça s'équilibre, donc c'est pas une baisse d'impôt, mais l'impôt sur les sociétés des entreprises, etc. Et puis, il y avait les cotisations sociales sur les plus bas salaires. Enfin, il y a une liste importante de baisses d'impôts et beaucoup de hausses de dépenses. La sécurité, le militaire, la formation, l'éducation, la santé, les plus basses retraites, la transition écologique. Voilà. Donc, il y avait essentiellement des hausses de dépenses et des baisses d'impôts. Et même si on a 1,5 ou 1,6% de croissance, ça ne va pas donner un supplément très important de recettes fiscales. Je vous vois venir, Patrick, on dit les choses. Ça veut dire que les promesses de baisse d'impôts ne seront pas tenues? Ça veut dire que ni les promesses de baisse d'impôts, ni les promesses de hausse des dépenses ne seront tenues. Elles seront tenues quand? Et d'ailleurs, est-ce qu'on est certain que la situation dans un an sera tellement meilleure que, etc. À nouveau, on n'attend pas une explosion de la croissance, on attend 1,5, quoi. Donc qu'est-ce qui restera, pardon, mais s'il n'y a pas les baisses d'impôts? Il restera quoi? Il restera la rigueur budgétaire, pardon. Je crois qu'il va falloir que le gouvernement fasse des choix stratégiques, c'est-à-dire considère que ceci est important, ceci ne l'est pas. À la fois du côté des dépenses et du côté des recettes. Il va peut-être falloir que le gouvernement diminue un certain nombre de dépenses publiques qu'il n'avait pas envisagé de diminuer. C'est pas un programme, ça. Sauf si c'est un peu moins que les 60 milliards d'euros. Non, sur le nombre de fonctionnaires, sur les collectivités locales, où les choses étaient très dites, mais de façon très floue sur les collectivités locales, où il va falloir ne faire qu'une petite partie du programme du président, ce qui est ennuyeux, parce que quand même le président avait pris une position personnelle très forte sur le fait que ce programme l'engageait, qu'il serait tenu, etc. Voilà. Donc en gros, soit il tient ses promesses,
Et le déficit au-delà de public 3%. va être au-delà de 3,5 même probablement, ce qui est sans doute ingérable vis-à-vis de l'Europe et des Allemands. Chirac l'avait fait avec Schröder, mais quand même dans un environnement différent. Sans vraiment réformer non plus. Et où les Allemands aussi avaient besoin de faire des déficits. Oui, à l'époque. Et soit on va faire des choix stratégiques, et donc ne faire qu'une partie du programme, ce qui pose une question de crédibilité, soit, ça va être étalé dans le temps, mais bon, soit il y aura des économies beaucoup plus puissantes faites sur les dépenses courantes de l'État. Donc il y aura un gros décalage entre le discours de campagne finalement et ce qu'on devrait voir dans les prochains mois. Mais on le savait dès la campagne, d'ailleurs beaucoup de gens, rappelez-vous Rexecode, Rexecode pendant la campagne avait dit on a quand même un problème qui est l'impact budgétaire de ce programme. Rappelez-vous, il y avait un débat entre Jean Pisani et Rexecode sur les chiffres, mais enfin le sens était clair, c'est que ce programme est très dépensier en termes de finances publiques. Bon voilà, merci à vous, merci pour ces commentaires. Patrick Artus, chef économiste d'Atixis, elle est donc votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama dans la grande interview. Merci Patrick. Merci David.